Ces 12 dernières années, j'ai parlé et correspondu avec des milliers de gens de tous les horizons. J'ai joué un rôle dans les mariages et les fiançailles de parfaits inconnus. J'ai aussi joué un rôle dans les séparations et les divorces de parfaits inconnus. J'ai aidé des gens à échapper à la violence, à surmonter leur peur de l'engagement, à affronter leur dépression et leur trauma, et en 2 mots, à se sentir un tout petit peu moins seul sur cette planète. Quand Audible m'a contacté pour me demander de mettre sur pied un projet audio, j'ai immédiatement proposé de parler du couple. L'idée était de choisir quelques personnes confrontées à des problèmes spécifiques et concrets, d'échanger avec eux par téléphone ou en studio, et d'enregistrer les conversations sur une période de 4 à 6 mois. J'adorerais vous dire que j'ai des super pouvoirs et que je peux résoudre les problèmes affectifs des gens en une seule séance. Mais soyons honnêtes, ce serait des conneries. Nos problèmes affectifs ont souvent des racines profondes et difficiles, et il faut des mois, sinon des années, pour progresser un tant soit peu. C'est facile de dire un truc du genre « fixer des limites », mais ces dernières prennent une forme différente pour chaque individu, en fonction de sa personnalité, de ses valeurs, de son histoire et de sa situation. En nous donnant rendez-vous toutes les 6 semaines, il se sentirait responsable, et moi aussi je me sentirais responsable de mes conseils. On serait obligé de se demander si nos conversations étaient vraiment utiles ou non. En mars 2018, j'ai lancé un appel à mes lecteurs, et leur réaction a été extraordinaire. Plus de 500 personnes se sont portées candidates. Avec mon producteur, nous avons réduit la liste à 40 noms. Et à la suite d'entretiens téléphoniques, j'ai choisi 12 personnes, différentes par leur âge, leur genre, leurs origines et leurs orientations sexuelles. J'ai travaillé avec elles tout au long du printemps et de l'été 2018. Et sur ces 12 personnes, 5 de leurs histoires ont été incluses ici. Tolstoï est mon pote. Et selon sa phrase célèbre, « Les familles heureuses se ressemblent toutes, mais les familles malheureuses le sont chacune à leur façon. » Eh bien, même si chacun de nos sujets a ses propres difficultés affectives qui lui sont uniques, je crois que leurs problèmes affectifs se ressemblent pas mal aussi. On verra émerger des tendances communes que vous reconnaîtrez certainement en vous-même. On verra comment les traumas nous foutent en l'air et on essaiera de comprendre pourquoi on continue à avoir peur longtemps après que le danger a disparu. On découvrira le pouvoir subtil des limites et pourquoi notre capacité de dire non peut paradoxalement nous aider à atteindre une intimité encore plus forte. On découvrira le pouvoir du fantasme, les histoires et les mensonges qu'on se raconte pour protéger nos sentiments et notre tendance à nous laisser emporter par nos émotions et à croire des choses qui sont totalement fausses. Et enfin, on découvrira le courage qu'il faut pour s'ouvrir aux autres, pour être vulnérable, pour laisser entrer quelqu'un dans notre vie, mais en le faisant avec honnêteté et intégrité, plutôt qu'avec des drames ou de la manipulation. Je veux bien le lui accorder, Lennon avait raison à propos d'une chose. Nous avons tous besoin d'amour. L'amour donne un sens et un but à notre vie. Et des études suggèrent qu'une relation saine est probablement le principal facteur déterminant de notre bonheur et de notre bien-être. C'est juste que l'amour n'est pas tout ce dont nous avons besoin. Comme Reznor, nous devons comprendre qu'il y a des choses plus importantes dans nos relations que les papillons dans le ventre. Nous devons comprendre que même le plus grand amour ne vaut jamais la peine de sacrifier notre amour propre, notre santé ou notre intégrité, que, en réalité, le plus grand des amours ne nous demanderait jamais de compromettre ces choses de toute façon. Un amour bâti sur les sables du doute, du désespoir et de la haine de soi finira par basculer et s'effondrer, et par enterrer vivantes les 2 personnes impliquées. Alors qu'un amour bâti sur les roches solides de la confiance, du respect et de l'admiration mutuelle se tiendra fièrement, la tête haute, et rendra tous vos amis super méga jaloux de votre couple incroyablement cool. Vous pouvez tomber amoureux de plein de personnes différentes au cours d'une vie. Vous pouvez tomber amoureux de personnes qui sont bonnes pour vous et d'autres qui sont mauvaises pour vous. L'amour n'est pas unique. L'amour n'est pas une récompense pour une bonne décision ou une promesse de jour meilleur.
l'amour n'est pas rare. Mais votre amour-propre est rare. Votre dignité aussi. Il peut y avoir de nombreux amours au cours d'une vie, mais quand vous avez perdu votre amour-propre, votre dignité ou votre capacité à faire confiance, c'est incroyablement difficile de les retrouver. Au cours des prochaines heures, nous rencontrerons des gens qui ont sacrifié leur amour-propre, leur confiance ou leur dignité sur l'autel de l'amour. Chacun en a payé le prix à sa manière. Je ne suis pas un thérapeute ou un psychiatre agréé. Après tout, je ne suis pas toujours un modèle d'équilibre. Mais mon travail en tant que coach ou tuteur, appelez-moi comme vous voudrez, c'est d'aider chaque personne à dépasser ses illusions sur l'amour et à retrouver une bonne santé affective. Imaginez-moi comme l'éternel meilleur ami de beuverie qui vous attrape par l'épaule et vous dit d'arrêter vos conneries et de passer à autre chose. J'ai divisé cet appel à l'action en 7 chapitres. Nous alternerons entre les histoires de chaque personne, en établissant des liens et en identifiant des leçons en cours de route. Le but de tout ceci est de former une sorte de cadre universel pour une relation saine, en nous appuyant sur une multitude de failles humaines, un panier garni de cœurs brisés. Parfois, les conversations seront légères et amusantes, parfois elles seront difficiles et intenses. Dans tous les cas, elles seront vraies, brutes et d'une authenticité implacable. Inutile de dire que nous aborderons des sujets réservés aux adultes tout au long de ce livre audio. Vous entendrez des discussions explicites autour du sexe, de la violence, de l'infidélité, de la santé mentale et des traumas. Soyez prêts. Nous avons aussi changé les noms et les lieux pour protéger l'intimité de chacun. Enfin, rappelez-vous que ces gens ont tous été incroyablement vulnérables et courageux en partageant leurs failles et leurs doutes les plus profonds avec des milliers et des milliers de gens. Alors, même s'ils peuvent vous rendre dingue ou vous agacer par moments, ayez un peu de compassion. Il en faut du culot pour faire ce qu'ils ont fait. En fin de compte, l'essentiel c'est peut-être ça. L'amour n'est qu'une expérience. C'est souvent une expérience magnifique, mais on ne peut pas s'y accrocher ou la laisser nous dévorer. On ne peut pas sacrifier notre identité et notre amour-propre en son nom. Car dès qu'on fait cela, c'est soi-même que l'on perd. Et sans soi-même, il n'y a plus personne pour aimer ou être aimé. La vérité, c'est que dans la vie, il nous faut plus que de l'amour. L'amour, c'est génial. L'amour, c'est nécessaire. L'amour, c'est beau. Mais l'amour ne suffit pas. Chapitre 1. La souffrance est une prophétie autoréalisatrice. Mimi est enseignante. Elle vit à New York. Elle a à peu près 35 ans. Elle m'a d'abord approché parce qu'elle était frustrée par sa vie sentimentale. Bon, soyons clairs, tous les New-Yorkais sont frustrés par leur vie sentimentale. Même si New York est une ville géniale, c'est une compétition constante. Il y a toujours quelqu'un avec un meilleur appartement, un meilleur job, une meilleure relation, une meilleure vie. On a l'impression que même en ce qui concerne leur vie sentimentale, les gens jouent toujours à qui est le meilleur. Parfois, Mimi a l'impression que ses partenaires ne sortent avec elle qu'en attendant de rencontrer quelqu'un de mieux, le mois prochain, la semaine prochaine, ou même demain. Même si elle est plutôt extravertie et n'a pas de mal à se lier rapidement avec les autres, elle doit mener un véritable parcours du combattant pour forger des liens amoureux véritables et durables. En parlant plus longuement avec Mimi, j'ai vu apparaître une dichotomie intéressante dans sa vie. Quand Mimi avait un problème de drogue et d'alcool, quand elle manquait de confiance en elle, elle avait des prétendants à n'en plus finir. Elle s'est demandé si elle était plus vulnérable quand elle était en vrac, si ça la rendait plus attirante aux yeux des hommes pour une raison ou une autre. En effet, depuis qu'elle est sobre et qu'elle a appris à prendre soin d'elle, elle est entrée dans une période de disette amoureuse. Une disette qui dure depuis 8 ans. Ça, c'était inhabituel. J'ai décidé de la rencontrer en studio pour voir ce que je pouvais faire. Mimi m'a dit que depuis qu'elle habite à New York, elle est devenue une bien meilleure personne. Elle a beaucoup travaillé sur elle-même. Elle est heureuse maintenant et elle est fière de mener une vie géniale. Mais elle a l'impression que, bizarrement,